immense plaisir de vous retrouver. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission débat 100% Bénin. À peine terminé les 15 jours de vacances qu'il s'est octroyé, le gouvernement béninois face à un chapelet de doléances. Mais pas à la manière syndicale, mais en mode politique. Doléances peut dire, pour être réel, plutôt de véritables récriminations. Récriminations du Front pour le sursaut patriotique, FSP, un mouvement mixte de plus d'une vingtaine de forces politiques et sociales. Une démarche comme pour soumettre aux autorités ce qui, à leurs yeux, paraît être prioritairement abordé à la rentrée gouvernementale. Six grands chantiers phares sont énumérés, la morale et l'éthique, le domaine économique, celui politique, le domaine social, puis le volet sécurité. Pour le Front, le temps presse pour que ces différents chantiers évoqués soient revisités et remis au goût du jour. Le Bénin va-t-il réellement si mal? À quoi rime cette initiative qualifiée par certaines langues d'apatride et pas d'autres de patriotes? 100% Bénin, mesdames, messieurs, le numéro du jour voudrait, sans détour, passer en revue les grandes lignes du désormais nouveau plaidoyer du Front pour le sursaut patriotique. Ce sera donc une émission décryptage. Thème au menu, énième sortie médiatique au Bénin du Front, le sursaut patriotique face à la gouvernance talon. Expression de malaise socio-politique aux pures diversions. Pour en parler, deux invités. Constantin Amoussou, il intervient aujourd'hui sur ce plateau en sa qualité d'analyste politique. L'homme a plusieurs casquettes. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Merci à moi. En face de vous, pour ce débat, Francis Montor, objecteur de conscience, il est le directeur général de Optimus et compagnie, un cabinet spécialisé en sondage d'opinion et relations publiques. Francis Montor, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Ah oui, les jours passent, mais ne se ressemblent pas. Et ça, ce n'est que secret de polichinelle. L'heure, paraît-il, serait grave, très grave. Je rapporte là le mot introductif du porte-parole du FSP à leur dernière conférence de presse. Les fortes espérances nées à l'avènement du pouvoir de la République se sont totalement évaporées. Ainsi parlait donc, en plantant son décor, le porte-parole du Front à l'entame de sa conférence de presse. Constantin Amoussou, une conférence de presse qui continue de faire couler assez d'encre de salive de par son contenu. L'heure, très grave, dit-on. Qu'en pensez-vous en tant qu'analyste politique? Oui, mais il faut observer les différents clignotants qui donnent la mesure de la situation économique, sociale, politique en notre pays et à la lumière des effets que l'on a, apprécier l'état de la situation en notre pays. Et avait-on porté beaucoup d'espoir? La réponse peut être oui, en tout cas elle était tue pour une bonne partie de la population béninoise. Là, 65% qui ont porté leur vote sur Patrice Talon autour de la coalition de la rupture, au moins pour eux. Après, il faut observer. Nous avons dit sur le plan économique, nous avons dit sur le plan social, nous avons dit sur le plan politique. On pourrait greffer d'autres plans. Aujourd'hui, en 16 mois, sur lequel de ces plans, d'abord économique, pourrions-nous commencer par dire qu'il y a eu des avancées? Avez-vous vu le Bénin vivre? Avez-vous vu les entreprises prospérer? Avez-vous vu le monde des affaires fleurir en notre pays? Avez-vous vu les citoyens, disons, enthousiastes dans leur élan à consommer? Ce sont des indices qui donnent la mesure de la situation économique d'un pays. Depuis 16 mois, oui, nous avons le sentiment que les citoyens, que les ménages ne vivent plus. Les ménages ne peuvent plus vivre parce que lorsque vous regardez l'instant, ils vivotent. Et pour prendre la mesure déjà, vous savez, l'emploi, quand il existe, quand il est réel, il est le moteur de l'économie. Parce que c'est le citoyen qui consomme. Et c'est en consommant qu'il propulse les chiffres et qu'il permet que les chefs d'entreprise, que les promoteurs de diverses entreprises économiques dans le pays puissent voir leurs affaires fleurir. On a pu observer que non seulement les emplois n'ont pas été créés par le régime de Patrice Talon porté au pouvoir en triomphe par les jeunes en majorité, mais mieux, plus de 100 000 emplois ont été supprimés. On peut dire parfois, pour de bonnes raisons, pour quelques-unes d'être oui. Mais alors, sur le plan social, évidemment, ce qui est mauvais, ce qui est déstructurant économiquement, porte des impacts sociaux immédiatement visibles. C'est donc finalement la dégradation du
de l'état de vie des citoyens au quotidien qui s'observe une sorte de cessation de l'activité sociale, de l'activité économique. Bref, comme si finalement ça ne pouvait plus respirer dans le pays. Et maintenant, sur le plan politique, je viendrai pour finir sur cet aspect-là, on observe une volonté du chef de l'État, non pas seulement de prendre en otage, c'était déjà ça, la classe politique, qu'il reçut d'être très bien à prendre en otage, mais surtout l'expression de la Russie par la dislocation des partis et des coalitions de partis politiques qui ne sont pas totalement disposés à se soumettre à son dictat. Et donc, pour observer l'ensemble de ces signaux, pour nous en arrêter là de façon sommaire, je souscris à l'analyse du Front du Sursaut patriotique pour dire que non seulement le pays se porte très mal, que l'heure est grave, mais dire encore plus que nous avons atteint une telle profondeur dans la saignée qu'il est déjà urgent, alors vraiment très urgent, de songer à libérer notre pays le plus tôt possible. Alors là, vous l'avez suivi. Je demanderai cependant la lecture de l'objecteur de conscience qui est aussi très proche des populations. L'heure est-elle si grave? Merci Joël. J'ai écouté très bien mon frère Constantin Amoussou. Moi, je ne veux pas peindre en noir ce qui se passe. Parce que c'est comme si on empêchait le peuple d'espérer. Parce que peindre en noir, après 2 ans, presque 16 mois de gouvernance du régime actuel, ces actions et tout ce qui se passe, ce n'est pas la solution pour le moment. Sur le plan politique, j'ai vu Constantin parler il prend en otage la classe politique. Non, moi j'ai une autre lecture. Est-ce qu'on avait une classe politique? C'est d'abord votre avis sommaire et on appréciera chaque balise, voilà, si vous voulez. Sur mon avis sommaire, on peut espérer que ça change. Il ne suffit pas de peindre en noir, il faut proposer. Qu'est-ce que la classe politique propose? Qu'est-ce que le FSP propose? Moi, j'ai vu, à la sortie, ils ont réclamé des états généraux. Bon, c'est une aubaine pour le président de la République. Parce qu'il a voulu faire une révision qui n'a pas marché, qui a été rejetée. Donc, peut-être en saisissant cette occasion, convoquer les assises nationales pour pouvoir discuter de comment améliorer la gouvernance. Comment faire pour qu'il y ait une révision, étant donné que l'autre a ses limites. Voilà une aubaine pour le président de la République. Et c'est ça que nous, on attend d'une réelle classe politique. Parce que, à mon humble avis, c'est la classe politique même qui se fait prendre en otage. Parce qu'on ne se lève pas pour dire qu'on a une classe politique sans une organisation prédéfinie. Depuis combien d'années, depuis bientôt 57 ans d'indépendance, quel est le parti politique, à part le PRPB, qui a pu... Le PCB, vous voulez dire? Non, je parle du PRPB, le parti unique, qui a pu ramener un président. Les autres partis, depuis l'avènement de la démocratie, n'ont jamais amené un président. C'est après que le président soit arrivé, société civile ou quoi que ce soit, qu'il crée maintenant un parti. Ça a été tout le temps ça. Donc aujourd'hui, les partis n'étant pas structurés, c'est la porte ouverte à ce que le président puisse les prendre en otage, comme le dit Constantin. Donc moi, de mon point de vue, en tant qu'objecteur de conscience, c'est qu'il ne faut pas peindre en noir. Il faudrait qu'on laisse la porte ouverte à l'espoir. Parce que lorsqu'on coupe l'espoir tout de suite, c'est qu'on tue la population. Donc laissons le peuple espérer. Voilà ce que moi je propose. Laissons le peuple espérer. Pour ce qui est de messages, l'émission, je le disais à l'entame, sera une émission décryptage. On apprécie le conférencier, le porte-parole de Circonstance Martel. Le désastre est à la fois moral et éthique. Quel est votre regard quand on parle de la morale aujourd'hui et de l'éthique? En 16 mois de gouvernance, avec beaucoup de soulagement que vous observez, tout ce qui se fait du point de vue éthique dans la cité? C'est la première fois que le Bénin a au pouvoir un opérateur économique. Et nous sommes une jeune démocratie où la justice n'est pas aussi indépendante, où les conflits d'intérêts ne font pas partie de nos mœurs. Donc les Béninois découvrent en réalité ce que ça veut dire un opérateur économique au pouvoir. Étant donné que l'opérateur économique a ses entreprises, déjà il vient au pouvoir, est-ce que ces entreprises ne vont plus prendre des marchés ou pas?
C'est là même le nœud. Donc quand on parle de morale, moi je suis d'accord. Et la morale par rapport à quoi? C'est la première fois qu'on voit un opérateur économique au pouvoir. Donc cet opérateur économique, il prend toujours des marchés. Et des fois, la dernière fois, il a eu à publier, envoyer, je ne sais pas si c'est fait à dessein ou c'est une mauvaise manipulation, ou c'est retrouvé sur les réseaux sociaux, une lettre interne au ministère des Finances que le président a adressée pour parler des gré à gré, qu'il interdit ça. Donc, il y a un problème sur ce point-là. Mais la justice est là. Qu'on saisisse la justice. Que ceux qui parlent de morale disent c'est par rapport à quoi ils parlent. Que ceux qui parlent d'éthique, moi, par rapport à mon point de vue concernant l'éthique, oui, il y a des conflits d'intérêts. Il y a des délits d'initiés. Parce que lorsqu'on fait du gré à gré, on peut dire qu'il y a des délits d'initiés. Lorsque les entreprises du président prennent des marchés, des pans entiers de l'économie, il est opérateur économique. Il ne va pas tuer ces entreprises parce qu'il est président. C'est ce qu'ils pourront vous dire. Mais dire tout de suite que la morale et tout ça là ont été violés, certes, sur plusieurs pans, on peut accepter, mais sur d'autres pans, on peut laisser, on peut voir et dire, bon, on espère que la justice sera saisie, que la justice fera son travail. Voilà mon point de vue. Oui, Constantin Amoussou, morale et éthique. Oui, merci. En réalité, on ne peut pas attendre de la justice qu'elle réponde à des questions d'ordre moral. C'est d'ailleurs pas son devoir. La justice veut voir si des règles de droit ont été violées. Mais il y a un point de rencontre entre la justice, entre le droit et la morale. Ce point de rencontre, ce point de recoupement, c'est le moment où l'on trouve les termes juridiques pour couvrir des préjudices moraux, pour couvrir des agissements immoraux posés par des hommes publics ou des fonctionnaires de l'État, ou parfois par des acteurs privés. Ainsi, lorsque l'on parle de délit d'initié, lorsque l'on parle de conflit d'intérêts, on est purement et on est totalement dans le champ du droit. Et donc, on peut soumettre au système judiciaire et donc aux juges en particulier tout ce qui aura été fait au détriment des normes du droit positif dans notre pays. Il reste qu'avant d'interroger le droit, et au-delà du droit, il y a la morale et l'éthique. Et parce que la politique, c'est la gestion de la cité, elle ne peut pas se départir totalement du bon pas, de bienséance, de la marge nécessaire d'éthique que l'on est en devoir d'attendre des acteurs publics, parce qu'ils sont les gestionnaires du patrimoine commun national. Et parce que le patrimoine, il est national, chaque citoyen a le droit de veiller à ce que jamais l'administrateur du bien, l'administrateur du patrimoine national n'abuse pas de sa position d'administrateur au détriment de la plupart des autres citoyens du pays. Et ça Nous avions vu Patrice Talon dire... Oui. Quand les gens parlent. Oui. Aujourd'hui, on en arrive à parler de désastre moral et éthique. Le Bénin en est-il vraiment là? Le Bénin en est là. Il en était là déjà. Il en est là, et je vous le démontrerai. Il en était là. Lorsque le chef de l'État et le front du sursaut patriotique l'a rappelé, s'adressant à un journal, en l'occurrence un journal français, Le Monde, laisse entendre que dans tout ce qu'il entreprend, il pense d'abord, toujours, prioritairement à lui. On pouvait encore penser là que cet aveu n'était que l'expression d'un certain complexe, ou bien d'un homme décomplexé vis-à-vis de la situation politique, des affaires. Mais au fond, quand on regarde de plus près, l'expression de ce retournement tout le temps nombrilique vers soi dans la gestion du patrimoine public des 10 millions de Béninois, on s'est aperçu que le chef de l'État, dans toutes les mesures qu'il prend en Conseil des ministres, commence d'abord par s'interroger sur la question: est-ce que cela me profite? Exemple, les premiers conseils des ministres, regardez les décisions qui ont été prises. On a décidé de décaisser plusieurs dizaines de milliards au profit des entreprises du chef de l'État dans le secteur du coton. Ensuite, PVI, nouvelle génération. Non seulement on l'a réintroduit, alors qu'à Abidjan, les juges qui ont statué au profit de Patrice Talon et donc de Bénin Contrôle ont été relevés de leurs fonctions
pour corruption, on a parlé de ce que le juge ou les juges avaient demandé que Bénin Contrôle soit rétabli. On a réinstallé, sans crier gare, Bénin Contrôle et le programme de vérification des importations. On a signé des exonérations fiscales au profit des entreprises du chef de l'État, notamment, qui interviennent dans le secteur portuaire. Et c'est d'autant plus grave que, alors même que le chef de l'État semble travailler à constituer pour soi, pour ces entreprises, ce que je pourrais appeler une sorte de paradis fiscal, il installe l'enfer fiscal pour ses adversaires politiques. Il installe une politique d'inquisition fiscale, d'oppression fiscale. Et je vous donnerai, écoutez, les éléments sont là. Le chef de l'État, en Conseil des ministres, en juin, c'était, je crois, le 5e Conseil des ministres, prend un arrêté pour décider que désormais, les transmissions de patrimoine aux tiers seront exonérées. Et cette décision a été prise dans le Conseil des ministres et validée avant même d'avoir fait l'objet, et annoncée publiquement, avant même d'avoir fait l'objet d'un envoi au Parlement dans le cadre du collectif budgétaire. Sachant par ailleurs qu'au terme de notre Constitution, notamment sur l'article 98, la détermination de l'assiette fiscale et du taux fiscal relève exclusivement du domaine de la loi. Qu'en conséquence, le chef de l'État et son gouvernement n'étaient pas fondés d'annoncer, avoir procédé à une exonération fiscale sans que le Parlement, au préalable, n'ait validé. Mais comme on le sait, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais ce n'est pas le plus grave. Mais en décidant justement de procéder à l'exonération fiscale, on s'est rendu compte que le chef de l'État n'avait pas encore transmis son patrimoine à ses héritiers. Il n'avait pas encore transmis ses biens commerciaux à Olivier Bokor, qui est son inséparable ami. En conséquence, on observe très bien que le but de cette manœuvre prise en Conseil des ministres, c'est que le chef de l'État transmet ses biens à ses héritiers biologiques et à ses héritiers commerçants sans devoir verser dans les caisses de l'État béninois ce que nous sommes en droit d'attendre et d'espérer pour que le Bénin survive. Et pourtant, il avait pris le pouvoir dans un contexte où lui-même il décrivait la situation économique comme désastreuse, comme catastrophique. Et il prive le Bénin de ce gain à son profit. Ensuite... C'est une question d'éthique. Mais c'est une question d'éthique. C'est une question d'éthique, à mon sens, de savoir que le pays s'ouvre, mais que le plus riche du pays, selon le magazine Forbes, se soit donné les perspectives de se retirer de son devoir fiscal vis-à-vis de l'État. Dans le même temps, nous avons vu tout récemment encore parler de 167 milliards, si les chiffres sont exacts, de redressement au profit de quelqu'un qui apparaît comme son principal, en tout cas perçu comme lui, rival politique, son concurrent politique. C'est de l'inquisition fiscale. Ça détruit l'économie. En quoi ça détruit les emplois. S'il est avéré que vous avez à partir avec... Non mais écoutez, comment se peut-il s'avérer que quelqu'un qui, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, a été constamment félicité par les services de l'impôt, par les services de la douane, comme à la fois le premier contributeur direct aux impôts et le premier contributeur à la douane, se retrouve en train de devoir faire face à 167 millions de redressement fiscal, sachant qu'il a déjà fait face à 167 milliards de redressement fiscal, dans le temps même où celui qui est la première fortune du pays n'a aucune de ces entreprises parmi les 50 contributeurs au fisc. Comment cela se fait-il? Dites-moi par quelle magie. Parce que la fortune est toujours assise sur une imposition fiscale. Lorsque l'on part des recettes que vous déposez aux impôts, que vous déclarez à la douane, enfin lors de vos transactions diverses, on est en mesure de retracer votre fortune. Mais comment se fait-il que la première fortune du Bénin ne figure nulle part parmi les 50 contributeurs aux impôts et qu'en plus de cela, il se fasse le devoir de faire un redressement fiscal, non pas à ces entreprises, au contraire à celles-là, de faire bénéficier d'exonérations fiscales dans le temps même où on frappe de redressement à plusieurs dizaines de milliards, à 167 milliards précisément un adversaire politique. On n'est pas dans le registre de la gouvernance d'un État.
on est dans le registre de la ruse et de la rage. Francis Montor, oui, vous allez poursuivre tout à l'heure, je ne vous interromps pas. Vous êtes sans doute interpellé. Je sais que l'Institut travaille aussi sur ces données. Il a évoqué des faits un peu troublants pour parler comme les citoyens lambda. Quel est le regard que vous portez sur ces données? J'ai entendu Constantin parler de l'exonération fiscale des entreprises du président de la République. Je crois bien que le président a dit qu'il n'est plus propriétaire d'entreprise quand il a pris le pouvoir. Et cette exonération, si ça va aux entreprises qu'il avait, on peut parler d'éthique. Nous avons, si les Constantins, nous tous, nous sommes là, les preuves sont là, les conseils des ministres sont là, on les décortique tout le temps. La justice a été saisie. Moi, je me pose des questions. Est-ce que nous sommes toujours dans un état voyou où on ne peut pas saisir la justice, ou dans quel état sommes-nous? Maintenant, si on doit continuer sur la lancée, oui, j'ai eu à publier la dernière fois sur ma page Facebook un beau discours, une partie d'un discours du président Macron en France. L'arme fiscale en politique est une arme. Et je déplore le redressement fiscal qu'on implore à un de nos compatriotes, le premier contributeur, selon les dits de Constantin. Sur plusieurs années. Oui, de l'économie béninoise. Donc, l'arme fiscale, ça existe dans tous les pays. Si le président français le reconnaît, peut-être que c'est un héritage vraiment français qu'on a et qui amène des fois à l'utiliser comme on est en train de le faire aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la solution pour un pays en voie de sous-développement? Parce que moi, je ne suis pas pour qu'on fasse la chasse aux sorciers. L'État béninois ne peut pas créer de l'emploi à toute sa jeunesse. Ce n'est pas possible. L'État béninois doit accompagner les opérateurs économiques. Je suis un jeune entrepreneur et j'aimerais que l'État m'accompagne, pas que l'État me coule. Maintenant, c'est une assiette, un redressement. Les services compétents des sociétés de Sœurs Adjavon vont prouver et ils vont attaquer là où ce n'est pas bon, là où c'est bon. Et après, ce n'est pas qu'il va payer les 67 milliards. C'est qu'à la fin, il y aura un terrain d'entente. Soit ce serait carrément rasé, s'il arrive à prouver réellement qu'il n'y a pas évasion fiscale ou bien il n'y a rien de tout ça là. Mais dans le cas contraire, rien ne prouve aujourd'hui à l'étape où on est que le président, le camarade Adjavon, paiera 167 milliards d'impôts. Si c'est une arme que l'État utilise, elle est mal utilisée. Alors, nous sommes sur le palier de l'éthique et de la morale. Et je cite au passage un extrait du porte-parole du Front. Les principaux postes de responsabilité dans l'administration sont distribués à tout bras à des parents et amis avec des rémunérations hors grille pouvant aller de 6 à 16 millions de francs CFA par mois. Les postes diplomatiques sont confiés en majorité à des parents ou alliés entraînant, par exemple, sur 36 personnes nommées dans les représentations diplomatiques, près de 30 qui sont rien que des parents alliés ou proches du chef de l'État. Vous avez suivi, je ne sais pas si, entre-temps, vous avez des données du genre, ou c'est la première fois que vous l'entendez d'une manière ou d'une autre. Ce sont des données, j'imagine, qui vous interpellent aussi. La réflexion que ça suscite chez vous, est laquelle? Il y a des données qui se font tout le temps, et c'est à nous de pouvoir l'analyser d'une manière ou d'une autre. Ça dépend de l'endroit où on se trouve. Le Front de sursaut patriotique aujourd'hui crie au voleur. L'opposition, la société civile d'il y a 2 ans criait au voleur quand ils étaient de l'autre côté de la barrière. C'est surtout pour apporter vraiment un autre regard sur la manière de faire la politique au Bénin. Parce que si je mets devant moi un 9, vous allez lire un 6. Et moi, je dirais que c'est un 9. Donc, on doit essayer quand même de faire la politique de manière efficiente et de manière raisonnable et responsable. Ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas encore ça. Il y a des choses peut-être qui vont dans certains domaines. Mais tout ne va pas encore. Ce qu'on attend réellement d'un gouvernement, c'est de tout faire pour que nous puissions
avoir le bien-être social. Donc, est-ce que ce bien-être est là au rendez-vous depuis près de 16 mois? Non, pas encore. Donc, nous devons essayer de travailler à ce que, proposer au gouvernement, essayer de tout faire pour que nous puissions avancer. Sur les statistiques, oui, la cote de popularité du président est tombée. Mais est-ce que c'est la cote de popularité qui définit le degré de développement d'un pays? Non, si le président n'avait qu'à être populaire, je crois que le Bénin ne serait plus à cette étape-là. Parce qu'on a des présidents qui ont été très, très populaires, mais que le Bénin est toujours sclérosé là où on en est. Les postes de responsabilité dans l'Assemblée, dans l'administration, je reviens à votre question. Il y a un problème de compétence. Par le front sous l'œil de l'éthique. Il y a un problème de compétence. Le président l'a dit. Est-ce que ça a été mis en application? Ça, j'en doute. Maintenant, les diplomates qui ont été nommés, il parle de 36. Sur 36 postes, 30 seraient des parents. Des parents, je ne connais pas la famille du président. Mais moi, est-ce que ces diplomates ont les compétences pour travailler pour l'État béninois? C'est tout ce que moi je me pose comme question. Oui, Constantin Amoussou, cette question, beaucoup se la posent aussi. Est-ce qu'on ne fait pas trop de procès au chef de l'État? Lorsque vous, Constantin, proche du chef, vous avez les compétences avérées dans un domaine donné, alors est-ce que ce n'est pas de bon droit qu'on puisse vous faire appel? Mais deux choses. La loi permet au chef de l'État, jusqu'à aujourd'hui, de nommer les hauts fonctionnaires de l'État, de son propre chef, en regardant, c'est vrai, à des critères de droit, les normes légales, mais aussi, au-delà de cela, en observant un minimum d'éthique, selon que la fonction politique la plus haute, qui est celle de gérer un État, appelle le président de la République à être au-dessus de tout soupçon. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque les statistiques établissent, je sais qu'il y a des parents du chef de l'État parmi notamment les personnes nommées dans les différentes ambassades. Et d'ailleurs, ce ne sont même pas des diplomates de formation. Il ne s'agit même pas de diplomates, si, mais je connais les cas. Boniface Vignon et puis plein d'autres cas, je n'ai peut-être pas les 30 cas en l'esprit, mais de façon très forte, je sais que des personnes non diplomates, mais qui sont des parents directs du chef de l'État, sont nommés massivement dans les missions diplomatiques à l'extérieur du pays. Si ça ne posait pas un problème de compétence, mais ça le pose, parce que beaucoup ne sont même pas des diplomates de formation, ça pose par ailleurs un problème d'éthique, parce que vous avez beau avoir le pouvoir de désigner, de choisir, il reste que vous avez la force de vous tenir au-dessus de la mêlée en ne donnant pas le sentiment que le pays vous appartient. Qu'en conséquence, seules les personnes issues de votre famille sont intelligentes. Surtout lorsque nous avons une école nationale d'administration qui forme les diplomates. Moi, je suis sorti de l'école nationale d'administration et de magistrature. J'ai été formé en diplomatie et relations internationales. Je connais des diplomates très valeureux. Je ne parle pas de moi. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont formés à l'école nationale d'administration, qui ont le profil de diplomate. Ils sont très nombreux. Ils sont formés par l'administration. Ils sont formés pour l'administration diplomatique, aux frais de l'État. Comment se fait-il alors qu'on les laisse sur le carreau et on professe subitement d'avoir à penser que seulement les siens sont si compétents et subitement compétents pendant que l'on est là pour assumer ses fonctions? Ça pose, de mon point de vue, un problème d'éthique. La deuxième chose, immédiatement après ça, et mon ami Monchor y faisait allusion tout à l'heure, ils ont laissé entendre les ministres, le chef de l'État, au premier Conseil des ministres, que désormais, les postes de nomination sensibles dans l'administration ne seront plus des postes de nomination, mais seront pourvus par appel à candidature. Ça fait 1 an, 4 mois que nous attendons Godot. Nulle part, même pas le début simplement de cette prise de mesure ne s'est fait ressentir. Vous sentirez, vous comprendrez alors, quand le discours que l'on prêche, entre la prédication de bonne gouvernance que l'on a faite et la réalité du pouvoir, l'on s'est complètement enhardi hors des sentiers. Et la vérité, c'est que le peuple béninois est indigné. Il est indigné de remarquer que les personnes qui ont les compétences ne sont plus portées aux postes de responsabilité qu'elles méritent, non pas tant
parce que des plus compétentes qu'elles ont été trouvées, mais parce que des plus soumises, mais parce que des plus proches du chef de l'État. On est en ce moment plus dans ce sont les faits qui parlent. Et prenons pour référence le fond, en prenant foi de ce qu'il a dit, parce qu'au sein du fond, vous savez, il y a des gens qui ont été aux affaires au sommet de l'État, il y a la FCBE. C'est en ce moment peut-être que je pourrais relever pour dire, avec mon ami directeur de cabinet, enfin, Optimum, que même s'il est vrai que les forces Corée Bénin émergents ont été aux affaires quelques années durant, 10 bonnes années durant, qu'elles aussi ont commis des impairs, qu'en ce moment, il y avait des personnes qui figurent au sein du front aujourd'hui, des personnes qui se retrouvent de l'autre côté, qui ensemble menaient la lutte pour une meilleure gouvernance. Il reste que le combat politique tel qu'il se mène dans notre pays laisse à désirer, non pas tant parce que les gens n'ont pas les moyens de mener les luttes les plus crédibles, mais parce qu'à un moment donné, ça se construit autour de la volonté de se mettre à la place de l'autre pour recommencer à faire le mal qu'on lui reprochait. Nous avons été en état d'espérer, de croire. Et c'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec vous. Il ne faut pas espérer contre toute raison. Il faut espérer lorsque les signaux de l'espérance existent. Les signaux de l'espérance n'existent nulle part dans le pays. Ils n'existent pas. Lorsqu'on voit que dans le secteur économique, le chef de l'État qui s'est fait fort de prévoir un budget de 10 milliards se sentent obligés de revoir tout à la baisse. Et surtout, alors que nous sommes à 4 mois, moins de 4 mois de la fin de l'année, on est incapable de nous dire exactement à quel taux ce budget a été exécuté. Que dans beaucoup de ministères, on en est encore à échafauder un plan de travail annuel, alors que nous sommes à moins de 4 mois de la fin de l'année. Nous sommes choqués de savoir qu'alors que, manifestement, tous les signaux indiquent que nous ne pourrons pas atteindre les 2000 milliards, le gouvernement de Patrice Talon a peur d'introduire le collectif budgétaire qui indiquera le taux finalement de couverture. Comment vous dites que le gouvernement a peur d'introduire un collectif budgétaire? Mais pourquoi sommes-nous à 3 mois de la fin d'un exercice et que nous n'avons toujours pas le taux d'exécution et que surtout, nous n'avons pas le collectif budgétaire, sachant pour savoir à peu près à quel taux le budget qui a été paraminé pour lequel on a construit un programme d'action. Il a ouvert un petit pan vers le volet économique que le Front estime aussi désastreux. Oui, beaucoup s'interrogent, j'imagine vous aussi, parce qu'il s'agit quand même de données essentielles. Jusqu'à présent, les Béninois continuent de se demander à quel taux d'exécution du budget l'État béninois en est. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le gouvernement a fait un budget sur l'exercice 2017 de 2100 milliards. 2010 milliards. Merci, Constantin. Quel est le taux d'exécution? Ça a été revu à la baisse parce que plusieurs partenaires techniques et bailleurs de fonds ont dû réclamer que ça soit revu à la baisse. Mais le gouvernement n'est pas arrivé dans des périodes fastes. Hein. Il y a la crise du nerf à côté. Le monde en entier est secoué par une crise qui perdure. Et que le Bénin, qui n'est producteur de rien, à part le coton, je ne pense pas qu'il puisse rentrer dans ces chiffres de 2010 milliards. Parce que c'était utopique. Le président avait peut-être de grandes visions pour le Bénin, mais il s'est confronté à la gestion de la chose de l'État. L'État, ce n'est pas une entreprise où on peut dire je vais faire un bénéfice de 2010 milliards en jouant sur tel point. Non. C'est ça le premier point. C'est donc les réalités du pouvoir. Les réalités du pouvoir. Maintenant, secondo, la gestion de l'économie de l'État. Oui, les signaux sont rouges parce que le panier de la ménagère que le président avait promis rempli, ce panier de la ménagère, non seulement il est vide, mais il est brisé. Parce que l'État ne peut pas se lever. J'ai vu qu'on a relancé les microcrédits et tout ça. Ce ne sont pas les microcrédits qui font augmenter le pouvoir d'achat. Vous ne pensez pas que le gouvernement a bien fait? Le gouvernement n'a pas bien fait. On a entendu les Béninois crier en train que c'était insuffisant. Le gouvernement avant est resté... On a souvent reproché à ce gouvernement de ne souvent pas être à l'écoute. Vous ne pensez pas que le gouvernement avant la fin du président Yahi Boni,
les microcrédits étaient déjà à 100 000 francs. Ça, il y en a plein qui l'ont pris. C'est vrai. Donc, le ramener à 30, 50 000, d'abord, c'est une régression. Maintenant, est-ce que le microcrédit, en réalité, c'est une offre sociale? Non. Pour qu'une économie fonctionne, il ne faut pas paupériser la classe moyenne. C'est une paupérisation de la classe C'est moyenne. la classe moyenne. La classe moyenne est paupérisée au Bénin. Les pauvres, c'est les assister. L'État doit les aider de diverses manières, c'est-à-dire les soins gratuits et tout ça, là, ce qui n'existe pas encore au Bénin. Les riches, ils ne dépensent rien dans le pays. C'est la classe moyenne qui consomme. Or, si la classe moyenne est paupérisée, parce que malgré la crise, je n'ai pas vu, je n'ai pas appris que l'économie de l'indice de progression des salaires a augmenté au Bénin. Non. C'est ça. On paupérise la classe moyenne, l'économie ne pourra pas bouger. Nous ne produisons rien. Nous ne sommes même pas incapables de produire ce que nous consommons. Pourtant, c'est un pays qui est bien irrigué, le Bénin. Mon pays est bien irrigué. Donc, il y a un problème. Et il faut vraiment reformater le Béninois. Donc, vous le dites, le Front fait bien de dire que pour la rentrée gouvernementale, il faut revoir ces paliers. Par exemple, le secteur économique, il demande à ce qu'on revisite ce qui a été fait jusqu'à présent et penser les fondamentaux de l'économie pour espérer voir l'économie béninoise mieux se porter. Exactement. Sur ce point, moi, je rejoins, je suis d'accord avec le Front. Paupériser la classe moyenne et créer une minorité de riches n'est pas la solution pour une économie en voie de développement du Bénin. Donc, moi, je dis, il faut revoir ce point-là. Maintenant, le reste, il faut revoir les priorités. Est-ce qu'il faut continuer par injecter des milliards dans le coton? Ça aussi, il faut revoir. Est-ce qu'il faut revoir? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il faut continuer par le revoir? Le coton que nous produisons, tout est exporté. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que le Bénin gagne? Il faut revoir tous ces trucs-là. En produisant du riz, du maïs, du manioc, on peut le revendre immédiatement? Oui, le Nigeria est à côté. On a 200 millions à nos portes et on est obligé, par exemple, d'importer des tomates du Burkina. Le Front souligne, revoit ces paliers. Oui, Constantin, vous aurez la parole tout à l'heure par rapport à ce levier. Mais le Front souligne qu'il faut revoir ces fondamentaux, mais aller au-delà. Qu'il faut revoir la collaboration avec les hommes, ceux qui animent le secteur privé. Car le Front dit, je cite, avoir l'impression que ça ne parle pas. Et un secteur économique muet ne peut rien donner de bon pour une nation qui se veut prospère. Votre réaction? Le secteur économique est muet. Bon, moi, le secteur économique ne continue pas à tourner, même si c'est au ralenti. Donc, il n'est pas muet. Et il y a certains opérateurs économiques qui sont plus importants que d'autres et qui subissent peut-être aujourd'hui, comme on le dit, un acharnement fiscal, acharnement politique et tout. Moi, il y a deux choses, il faut départager les choses. Je n'ai pas, depuis le début, accepté qu'un opérateur économique prenne la direction de l'État béninois. Pour moi, l'opérateur économique est là pour influencer les lois qui permettent à l'économie du pays de se développer, mais pas à prendre le pouvoir. Donc c'est une bonne leçon que les Béninois vont apprendre là pour se rendre compte qu'un opérateur économique, il ne pense qu'à ses intérêts. Oui. Pour le temps qui reste, le Front dit qu'il urge que très rapidement, il faille revoir le nécessaire, sinon que le Bénin court toujours un risque à vouloir regarder tout droit devant soi. C'est ça, une vision partagée? Ah oui. Le Bénin court un risque. Si on ne... Vous savez, un gouvernement doit tout le temps ajuster. Il doit ajuster cette priorité, ajuster cette dépense, ainsi de suite. Mais si on continue à faire du jusqu'au boutiste, à foncer droit dans ses bottes, rester là et à dire que c'est comme ça que ça doit se faire, parce qu'on a un plan, on va tout droit dans du béton, et du béton armé. Et que moi, je ne pense pas, il y a bientôt, c'est la rentrée politique, le gouvernement revient des vacances. Je crois que le gouvernement a compris que les Béninois ont assez serré la ceinture, que le moment est venu de desserrer la ceinture. Vous allez revenir là-dessus tout à l'heure. Oui, Constantin, par rapport au secteur économique, le Front a été très précis pour ce qui est en train d'être fait actuellement. Le Front invite à ce qu'on revisite les paradigmes qui puissent permettre à l'économie béninoise de mieux se porter et ceci aller vers une certaine diversification du secteur agricole, mais aussi permettre à ce que les acteurs à ce niveau puissent se parler pour voir ce qu'il y a lieu de faire
pour relancer effectivement l'économie béninoise pour une nation prospère. Oui. On était en droit d'espérer que l'arrivée au pouvoir d'un opérateur économique, en dépit des inconvénients manifestes liés à cela, présente au moins la qualité essentielle, l'avantage principal de relancer l'économie parce que, dirait-on, il maîtrise les moyens de mettre l'économie en mouvement. Or, à l'évidence, on s'est rendu compte que non seulement cela ne s'est pas produit ainsi, mais la situation économique du Bénin, qu'on disait catastrophique à l'avènement du chef de l'État, plutôt que s'améliorer et au moins se stabiliser, a dégringolé de façon nette, de sorte que non seulement nous sommes pénalisés pour l'année en cours, mais nous serons pénalisés pour l'année à venir. Parce que c'est principalement sur le bilan de l'ESI cette année que les opérateurs, les acteurs du système économique vont financer l'économie pour l'année N+1. Vous annoncez 2018 plus drastique? Plus drastique, c'est de ça qu'il s'agit. Et pour dire la vérité, quand on a fini sans mesure d'accompagnement, le chef de l'État avait promis pendant la campagne qu'il allait restructurer le secteur économique informel. Il allait le restructurer. Il n'avait pas dit qu'il allait le détruire. Et les femmes dans les marchés criaient talent au pouvoir. Puis j'ai vu des bonnes dames dans les marchés à Rondioto, à Boycon, crier talent, talent. Je les ai vus crier ça avec beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, je voudrais revoir la vendeuse de Affinity dans le marché de Boycon, lui demander si elle porte toujours la même espérance. Elle ne veut pas croire contre toute raison. Parce qu'à la vérité, lorsque le pouvoir, sans aucune mesure d'accompagnement, s'est mis à casser des gens aux abords des rues, sous le prétexte qu'ils occupaient l'espace public, peut-être faisait-il une chose légale. Mais quand on fait une chose légale, on ne s'interroge pas d'ailleurs sur ses inconvénients politiques. Il faut que l'acteur politique s'interroge sur les conséquences sociales de l'acte qu'il pose. Parce qu'à la vérité, quand on a fini de faire ça, non seulement on a détruit l'économie informelle, mais quand on est revenu après en disant qu'on a relancé les microcrédits aux plus pauvres, personne, avec 50 000 francs, personne n'imagine qu'on prend 50 000 francs pour aller créer une entreprise. Et donc, les 50 000 francs de microcrédit n'ont jamais financé aucune autre économie que l'économie informelle. Alors, quelle économie on veut financer quand on a détruit l'informel et qu'on vient refinancer ce qui génère l'informel? On demande pas aux gens de se retourner. Une grosse et je vais finir en disant sur ce point-là que le gouvernement aurait pu nous rassurer quand il dit, après avoir échoué complètement sur le plan économique, qu'il met en œuvre un plan social appelé Arche. Comme s'il s'était rendu compte du déluge qu'il a créé, parce que l'arche de Noé n'a été implantée qu'à la suite d'un déluge. Mais pour dire finalement que le déluge est total dans notre pays aujourd'hui, et ce n'est pas seulement que les symptômes sont graves, c'est que le pronostic est grave. Le pronostic vital est grave pour notre pays. Constantin Amosso et Francis Montor, toutes nos excuses, mais c'est la réalité de l'horloge. Le temps à nous imparti est complètement terminé. Il ne nous reste que quelques minutes, pour ne pas dire 2. Oui, votre mot de la fin. Merci. Vous savez, la plupart des hommes politiques connaissent la souffrance par les statistiques. Et c'est triste. Et le Béninois a peut-être espéré, moi je continue d'espérer que ça ira mieux. J'espère que le gouvernement à sa rentrée va nous apporter de bonnes nouvelles et que le gouvernement travaillera de concert avec les opérateurs économiques pour créer de l'emploi. Merci à vous Francis Montor. Oui, Constantin Amosso, très rapidement. Moi je n'ai aucun espoir en ce régime. J'ai observé que le pouvoir ne gouverne pas mal, pas erreur, mais il gouverne mal par vocation, par philosophie. Le sujet agir et disparaître s'est avéré aujourd'hui comme l'expression d'une volonté de détruire l'économie, de la déstabiliser, de détruire toute la classe sociale, politique de notre pays et de s'en aller. Et c'est pourquoi, je le redis, le Fonds social, le Fonds du sursaut patriotique l'a dit, il a parlé d'Assise nationale, mais plus que l'Assise nationale, il y a une urgence de libération du peuple, par la voie des urnes, ou autrement. Merci à vous, chers invités. Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais de ne pas vous remercier aussi pour votre contribution à votre façon à l'enrichissement du débat. Pour le numéro du jour, 100% Bénin, c'est terminé. Mais non, sans la citation du jour. Elle est du Dalai Lama, mais qui tient de la loi du karma. Je cite, « Quand un oiseau est vivant, il mange les fourmis. Mais quand il meurt, les fourmis le mangent. Les circonstances peuvent changer à tout moment. »
le temps reste plus puissant que tout. Mesdames, Messieurs, sachons donc raison garder. À très vite pour un autre numéro de 100% Bénin avec le même entrain, la même disponibilité.